Bonjour. Ouais, donc Vincent Jolivet, Solution Architect chez Databricks. Rapidement, je suis dans la donnée depuis un petit moment. J'ai travaillé chez SAS un certain nombre d'années. Ensuite, chez une société qui faisait du NLP qui s'appelle Cinequa. Puis ensuite, Cloudera, Microsoft et finalement Databricks. Donc aujourd'hui, la vision de Databricks. Alors, donc je suis représentant de Data, je suis employé Databricks aujourd'hui. Donc la vision de Databricks, c'est d'accélérer l'innovation dans le big data avec une plateforme pour unifier l'analytics. Je vais vous présenter succinctement quelle est cette plateforme, quelle est sa proposition de valeur. Et après, je vais faire un focus sur trois zones d'innovation forte proposées par Databricks, qui sont à Databricks Delta, qui est un modèle, un format de table Big Data, le Databricks ML Runtime avec toute l'innovation qui va avec, et Apache MLflow. Donc la vision, c'est effectivement de simplifier l'utilisation de technologies Big Data et d'Advanced Analytics et de ML avec une plateforme facile à utiliser. C'est pour ça que Databricks est cloud native. On fonctionne aujourd'hui dans Amazon et Azure. Il y a d'autres options, mais ce sont les deux options principales. Notre produit, donc, c'est une plateforme unifiée qui est centrée sur Apache Spark. Donc en fait, on est vraiment complètement dans l'évangélisation, la simplification et démontrer l'efficacité du moteur Apache Spark. On a été fondé par les créateurs du projet Apache Spark, donc notamment Matei Zaharia, qui est assez connu pour tous les gens qui s'intéressent à Spark. On contribue toujours pour plus de 75% du code open source d'Apache de Spark. Et on vient ajouter dans ce qui s'appelle le Databricks Runtime un certain nombre d'optimisations, de performance, mais aussi de l'innovation avec les tables Delta et le packaging qu'on peut avoir tout ça simple à utiliser dans le cloud. On fait énormément de training, on fait énormément de développement des compétences Spark également. Le point de départ, en fait, c'est que aujourd'hui, il y a très très peu de sociétés qui sont successful dans la création et dans l'extraction de la valeur de l'IA et de l'Advanced Analytics. Et ça, pour une raison principale, c'est que construire un vrai pipeline analytique end-to-end demande énormément de capacités technologiques, depuis la collection des données jusqu'à l'enrichissement, le nettoyage, le featureization, et derrière pour arriver effectivement à je crée mon algorithme, je fais du ML code. Donc ce schéma en fait est extrait d'une publication Google il y a 3 ans. C'est leur expérience sur la mise en œuvre de pipeline end-to-end où le rectangle central vert représente ce que fait le travail on va dire le core work du data scientist. Et tout ce qui est autour doit être fait à un moment ou à un autre. Et c'est ce que Databricks amène grâce notamment au moteur Spark, mais également à tout l'écosystème qu'on gère dans le cloud. Donc Apache Spark est la première plateforme unifiée d'analytique. C'est devenu pour nous ce qu'on voit le standard de facto dans les entreprises dès qu'on commence à parler de computing de la donnée. Pourquoi ? Parce que ça adresse les différents besoins. Ça adresse les besoins d'ETL classiques, ça adresse les besoins de pouvoir faire du SQL, ça adresse aussi tous les scénarios real-time avec le streaming, donc les scénarios IoT, mais aussi les scénarios just-in-time data warehousing. Donc effectivement, la capacité d'avoir des dashboards au plus près dans le temps, dans l'échelle de temps de la modification de la donnée. Et bien entendu, tout l'aspect machine learning avec des librairies complètement intégrées que sont MLlib, Sparker, mais aussi le packaging dans ce qu'on appelle le Databricks Runtime de TensorFlow, Keras, Scikit-learn, etc. Tout ça donc vous donne le moteur Spark,
qui va pouvoir en fait résoudre la dichotomie qu'il y a aujourd'hui entre les outils de préparation de la donnée, qui sont très bons pour la donnée, mais qui connaissent rien en termes d'algorithmie. Donc si on prend un data lake, si on prend un file system distribué, si on prend un data warehouse, ces systèmes-là ne sont pas du tout en capacité de faire de l'IA. À côté de ça, vous avez des frameworks très avancés, scikit-learn, TensorFlow, Keras, Torch, PyTorch, qui sont extrêmement bons pour faire de l'IA, mais qui font une hypothèse de base, enfin deux hypothèses. C'est que le dataset, toutes les features dont vous avez besoin sont prêtes, ont été préparées en amont, et que l'infrastructure pour faire ces apprentissages, donc l'infrastructure en termes de compute, en termes de stockage, est en place. Donc c'est ça que aujourd'hui, quand on parle de Databricks dans le cloud, on vient réunir tout ça grâce au moteur Spark, mais aussi grâce à nos partenaires de cloud. Ici, je vous montre Azure Databricks. On a quelque chose, on a l'équivalent dans Amazon aujourd'hui. Donc globalement, vous avez l'intégration avec les cloud services d'Azure dans ce cas. Donc tout ce qui va être la notion de machine virtuelle, la notion de container, donc vous abstraire complètement toute cette couche-là. Derrière, on vient poser le Databricks Runtime, qui embarque le moteur Spark, mais aussi toute l'optimisation et tout le packaging que Databricks fait. Donc quand on parle de ça, il faut savoir qu'on a plus de 30 ingénieurs qui travaillent exclusivement sur l'optimisation de tout ce qui va être Spark SQL. Une partie de ce qu'ils font se retrouve dans le Spark Open Source, une partie de ce qu'ils font se retrouve dans ce qu'on appelle de l'IP, qui est dans notre Databricks Runtime, dont vous bénéficiez dans Amazon et dans Azure. Au-dessus de ça, on vient ajouter un environnement de travail collaboratif, donc pour pouvoir réunir dans un même environnement de travail les data engineers et les data scientists. Donc on va amener la notion de notebook. Donc on vient vous créer un service dans le cloud. Vous avez tout cet environnement de notebook qui vient avec. Vous avez tout le stockage qui va bien. Vous avez bien entendu toute la résilience d'un cloud, la géoréplication, etc. Et derrière, vous avez donc la possibilité de créer des jobs de production, de TL, la possibilité de créer des modèles, tout ça dans le même environnement et en partage, bien entendu. C'est complètement intégré à la sécurité même du cloud. Donc, si on parle d'Azure, on est complètement intégré avec Azure Active Directory. Donc, vous avez en fait sur étagère, vous avez un environnement qui vous amène toutes ces capacités techniques de processer la donnée, de créer des modèles, mais tout ça dans un environnement complètement gouverné qui fait que quand on passe à l'échelle, on a toujours ce besoin de passer des contrôles de sécurité comme tout nouveau système du SI. L'intégration avec toutes les sources de données. Historiquement, hein, tout le monde Hadoop est complètement. On parle de colocation entre le compute et la data. Le cloud a complètement fait exploser ça. Par contre, ça veut dire qu'il faut les connecteurs qui vont bien et qui s'adaptent au stockage cloud. Donc là, on a le Spark Connector travaillé avec Microsoft en l'occurrence, dans ce cas-là, pour le blob storage, les data lake store, mais aussi le SQL Data Warehouse, Cosmos DB qui est la base NoSQL. Tous les scénarios Event Hub, IoT Hub pour la partie plutôt événement, messaging, également du Kafka et Azure Data Factory qui est la création de pipeline. Tout ça, l'intégration est faite, c'est-à-dire que vous voulez utiliser ces services-là, vous n'avez pas à vous-même apporter les connecteurs, vous n'avez pas vous-même à vous retrouver à importer un connecteur open source qui n'est pas supporté par personne, il est supporté en l'occurrence par Microsoft et Databricks. Sur la droite, vous avez la partie consommation de la donnée. Donc, vous avez effectivement Power BI, mais du tableau, du clic pour vous connecter à des données qui sont générées par Spark. Et derrière, vous avez aussi l'intégration pour servir les modèles. Donc là, on va parler notamment d'MLflow pour pouvoir pousser les modèles que vous allez créer aussi bien en scikit-learn, en MLlib, en TensorFlow, pour pouvoir les pousser vers un système de temps réel pour scorer des événements, scorer de la page web, faire du push de recommandations en temps réel, faire du scoring de transactions en temps réel, faire de l'estimation de maintenance prédictive en temps réel sur des machines, par exemple. Donc voilà la proposition de valeur. Maintenant, quelques mots sur les trois domaines d'innovation dont je vous ai parlé, Delta, le ML Runtime et MLflow.
On a Azure Databricks Delta. Azure Databricks Delta, en fait, c'est un nouveau format de table, Big Data, complètement. C'est une surcouche à parquet qui vient vous apporter de la reliability sur les données et aussi de la performance améliorée et la capacité d'avoir une sémantique acide. Donc la capacité à faire de l'append, mais aussi de l'update et de l'insert sur des tables Big Data. Donc dans des scénarios d'ETL incrémentaux je dois régénérer mes tables quotidiennement, je vais pouvoir diminuer énormément le temps de travail, le temps de processing, le temps de mon SLA, et donc pouvoir traiter plus de données en moins de temps, et donc à des coûts inférieurs. Et c'est ce que vous amène Delta. On peut aller plus dans le détail. J'en profite pour vous dire, on a un stand en bas. S'il y a des sujets que vous voulez approfondir aujourd'hui, si vous avez des projets que vous voulez partager, n'hésitez pas à venir nous voir. Ensuite, deuxième point d'innovation, ce qu'on appelle le Databricks Runtime. La motivation, en fait, c'est-à-dire que quand on commence à vouloir faire du machine learning, on a énormément de packages. On va pouvoir être en Python, en Scala, en R. Dans tous les cas, on amène des librairies pour faire de la préparation de données particulières. On a besoin du framework de deep learning. On veut intégrer avec telle nouvelle algo. On passe son temps à amener des nouveaux packages. Le ML Runtime vous package tout ça et bien entendu tester au préalable et complètement validé. Également, le ML Runtime intègre un certain nombre d'algorithmes complètement optimisés. On a par exemple réécrit les algorithmes autour de graphes que sont le rank page et le connected component qui font qu'on a un client qui actuellement fait de la détection de fraude près de 20 milliards de transactions pour créer des modèles de fraude en détectant des patterns sur des graphes. Avec ces algorithmes-là open source, le temps serait beaucoup trop grand. Donc beaucoup d'optimisation, scikit-learn, TensorFlow, Horovod, je vais le mentionner un petit peu plus. Pour plus de performance et aussi alignement de toutes les versions. Et c'est effectivement complètement intégré à Apache Spark et Delta. Pourquoi Delta, on le rementionne ici, c'est que vous avez la capacité à faire du snapshot sur les données. Donc à un moment, vous pouvez faire un snapshot sur les données que vous avez utilisées pour créer un modèle et revenir éventuellement sur ces données-là pour revalider ou revérifier ou recréer le même modèle ou un modèle similaire avec des paramètres différents sur les mêmes données d'apprentissage. Un autre élément important qui est lié à Horovod. Horovod, c'est une librairie, une approche et une librairie open source pour faire du deep learning en distribué. Aujourd'hui, les gens qui font pas mal de deep learning, il y a plusieurs technos pour faire du distribué. Horovod a été créé par Uber. C'est un système qui s'appelle... qui est basé sur du ring all reduce pour optimiser et accélérer les durées d'apprentissage. Grosso modo, vous prenez vos données de training, micro-batch, et vous allez paralléliser l'apprentissage sur ces micro-batchs, et après vous avez une mécanique de partage et de moyenne sur les poids qui ont été calculés, ce qui vous permet de scaler en fait votre apprentissage. Donc d'aller, au lieu de faire du single node training, vous allez pouvoir utiliser un cluster 15, 20, 30 nodes. Et ça, c'est un peu toute l'histoire de Spark, c'est d'amener justement tous ces éléments-là. Quelques announcements. On est sur un momentum assez fort aujourd'hui Databricks parce qu'il y a une très grosse appétence pour Spark, qui est, comme je vous l'ai dit, de facto le standard du processing de données. Clairement, en data engineering, il n'y a pas de question, et de plus en plus dans le ML. On est actuellement 5 en France, et on va grossir très rapidement. La Spark 2.4 annoncée très récemment est déjà disponible sur Amazon et Azure. Donc si vous voulez tester du Spark 2.4 dans un environnement gouverné, vous pouvez déjà le faire. On va aller en termes de roadmap toujours avec plus d'intégration dans le cloud, en termes de sécurité, en termes de performance sur étagère. On pousse toujours l'innovation, MLflow. Et j'en profite pour terminer là-dessus. MLflow, c'est un système pour gérer les modèles machine learning end-to-end. C'est un autre projet. C'est un projet Apache MLflow complètement open source qui a été créé par les gens de Databricks.
pour répondre à un besoin, de pouvoir faire du tracking de ces trainings, pouvoir faire la gestion en mode projet des conditions d'exécution. Donc ça peut être les conditions d'exécution de mode projet, ça peut être un cluster Databricks, mais ça peut être aussi du Python sur votre propre poste, par exemple, ou du Azure Batch, par exemple. Et la partie modèle, où en fait on va pouvoir amener la capacité à, je crée un modèle en scikit-learn, je fais un pickle, je crée en MLlib, je le crée en TensorFlow, peu importe vers quoi je le déploie. SageMaker, Azure ML Services, MLflow Models va me permettre très simplement de faire un export ou un deploy de ce que j'ai généré dans Spark. Et j'en profite pour dire qu'il y a des gens qui vont... il y a un pitch cet après-midi à 14 h par Julia et Loïc, où ils vont, deux consultants de Xebia, qui vont aller plus en détail sur la partie MLflow, qui est aujourd'hui, en termes d'adoption par les data scientists, est très, 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 très forte.